Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence APSI Cyborg sur les actualités réglementaires et notamment la loi DADU. Nous allons passer une petite heure ensemble et cette session va être animée par Nora Khelif, responsable des opérations chez APSI Cyborg. Bonjour Nora. Bonjour Capucine. Bonjour à tous. Donc bienvenue à ce webinaire dédié à la loi DDA-DUE sur l'acquisition des congés payés pendant la maladie. Nous allons voir cette actualité légale dans deux parties. Une première partie, on fera un focus sur le contexte légal et juridique, et une deuxième partie où on abordera des cas métiers avec des règles de calcul et la manière de gérer. Ces cas métiers seront illustrés à partir du logiciel de paye Silae. Pour les clients qui sont équipés de la solution SagePay, je les invite à se rapprocher de leur commercial ou de leur interlocuteur habituel. Alors tout d'abord, le contexte juridique. Donc là, depuis septembre 2023, on a eu un certain nombre d'évolutions au niveau de la jurisprudence vers la loi d'avril 2024. L'idée, ça a été de mettre en conformité le Code du travail, le droit français avec le droit européen sur la gestion des congés payés et notamment l'acquisition des congés payés pendant les absences maladie. Cette loi est venue un peu structurer tout ça et amender tout ça. L'idée, ça a été, ce qui s'est passé, c'est que pendant un certain nombre de temps, on avait des dispositions contradictoires entre le droit du travail, ce que prévoyait le droit européen, et du coup, cela a créé un certain nombre de situations d'insécurité juridique qui ne permettaient pas d'acter normalement, d'où cette loi DDA-DUE. Alors, qu'est-ce que cette loi DDA-DUE avant et après le 22 avril 2024? Donc, avant la loi DDA-DUE, l'acquisition des congés pendant l'arrêt maladie, le salarié allait acquérir 2 jours et demi par mois dans la limite de 12 mois si c'était une maladie professionnelle ou un accident de travail. Par revanche, dans le cadre d'une maladie non professionnelle, il n'y avait pas d'acquisition de congés payés durant l'arrêt. La prise des congés a été sans limite après la date de reprise du travail dans le cadre de la maladie professionnelle ou accident de travail, et l'employeur n'avait aucune obligation d'informer le salarié sur ses droits, sur l'acquisition des congés payés, sur ses droits à congés payés pendant ces périodes d'absence maladie. La loi des DA-DUE du 22 avril vient, elle, un peu structurer tout ça et dire, voilà, donc dans le cadre de la maladie professionnelle ou de l'accident de travail, le salarié va acquérir 2 jours et demi par mois dans la limite de 5 semaines, et cette fois-ci sans le plafonnement des 12 mois d'arrêt. Et il rajoute, dans le cadre de la maladie non professionnelle, toujours 2 jours ouvrables par mois, et cette fois-ci dans la limite de 24 jours ouvrables par an. Il vient également instaurer la notion de report, c'est que ces congés acquis au titre de la maladie sont reportables dans un délai pendant 15 mois, et que l'employeur est obligé d'informer le collaborateur sur ce report 1 mois après la reprise. Donc, nous allons aborder au travers de 5 cas métiers, et on abordera le principe de la franchise. Tout d'abord, c'est la suppression de la limite des 12 mois pour l'acquisition des congés payés au titre de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle. Nous aborderons le principe de franchise, et on verra ensuite 3 cas généraux. Le premier cas, c'est l'acquisition des congés payés maladie selon la loi DDA-DUE, avec le droit CP et l'impact sur la provision des congés payés.
Nous abordons ensuite le cas de l'acquisition des CP maladie selon des dispositions conventionnelles plus favorables que la loi DDA-DE. Idem, l'acquisition des droits CP et l'impact sur la provision. Et enfin, on terminera par le cas particulier de l'absence longue durée avec une acquisition favorable au niveau convention CCN et le fameux bascule vers la DDA-DE dans le cadre des absences longues maladies. Donc, comme pour illustrer l'ensemble de ces cas, on évoquera la présentation sur une société qui gère des congés payés en jours ouvrables et au travers du logiciel de PaySilae sur la base d'un exercice de CP légal qui va du 1er juin au 31 mai N+1. Alors, le cas numéro 1 que nous allons aborder, c'est l'accident de travail et la maladie professionnelle. Donc, un salarié qui est en arrêt maladie, donc là, dans mon exemple, on va prendre le salarié qui est en arrêt maladie depuis le mois de juillet, avant la loi DDA-DE, l'accident travail, la maladie professionnelle était assimilé à du temps de travail effectif et le salarié continuait d'acquérir des congés payés dans la limite de 12 mois. Donc là, on arrêt maladie, accident de travail en juillet de l'année N+1, les droits s'arrêtaient. L'intégration de la loi DDA-DE vient assimiler donc toujours l'absence, accident de travail, maladie professionnelle à du temps de travail effectif et l'acquisition, cette fois-ci, des congés payés n'est pas limitée dans le temps. Le salarié va continuer à acquérir des congés. Donc là, typiquement, je vais prendre un exemple au niveau de mon système de paye qui est Silae. Si je prends le salarié ici qui est rentré le 1er avril 2023, il est rentré dans l'entreprise 1er avril 2023. Le mois de mai 2023, il est en absence accident de travail depuis le 11 mai. Il est tombé en accident de travail à partir du 11 mai 2023. Donc là, au mois de mai 2023, on voit bien qu'il acquiert bien ses 2 jours et demi de congé. Et ainsi de suite. Le salarié est en arrêt maladie. Là, je vais me positionner sur mars 2024. Le salarié est toujours en accident de travail. Et si je regarde mon compteur congé, il acquiert toujours 2 jours et demi. Je suis sur le bulletin d'avril 2024, toujours en arrêt maladie. Les compteurs congés, je note qu'il acquiert bien toujours ces 2,5. Et au niveau des compteurs, j'arrive à 27,5 sur la période CPN, ce qui est cohérent. Et quand je vais calculer le bulletin de paye du mois par anticipation, le bulletin de paye de mai 2024, le salarié est toujours en arrêt maladie. Au niveau des compteurs, il acquiert bien 30 jours. Et il acquiert ici 2 jours et demi. Donc là, on atteint les 12 mois d'absence accident de travail. Au mois de juin, je vais démarrer ma nouvelle période d'absence, la nouvelle période de référence au niveau des congés payés. Mon salarié est toujours en arrêt d'accident de travail. Il acquiert toujours ses 2,5, donc il continue à acquérir. Je n'ai plus cette limitation de temps. Et là, je le vois bien au niveau de mes compteurs. Congé CP N-1, j'ai bien mes 30 jours d'acquis sur l'ancienne période et la nouvelle période qui démarre avec 2 jours et demi. Ensuite, on a ce qu'on appelle le principe de franchise. Donc, au fait, ce qui se passe, c'est qu'on a 2 grands principes qui se cumulent. On va avoir 2 modes de fonctionnement. Le premier mode de fonctionnement, c'est la gestion du temps de travail effectif. Donc, 1 mois de temps de travail effectif, c'est égal à 2 jours et demi de CP
ouvrables. Et en parallèle, nous avons les 4 semaines de travail effectif et ça vient définir notre principe de franchise. J'ai mis à ce niveau-là les articles qui sont prévus dans le cadre du droit du travail. C'est que le salarié qui, au cours de l'année référence, justifie d'avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent au minimum d'1 mois de travail effectif a droit de congé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail. Et enfin, l'article juste en dessous qui dit que sont assimilés à 1 mois de travail effectif pour la détermination de la durée des congés les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail. C'est ce qui va nous permettre de définir notre principe de franchise. Donc, le principe en pratique de franchise, il consiste, de définir l'acquisition des droits CP annuels qui nécessitent 48 semaines de travail effectif, que l'année est composée en 52 semaines de travail effectif. Donc là, il existe donc un delta de 4 semaines entre le nécessaire à travailler et la durée de l'année. Et ces 4 semaines, c'est ce qui vont constituer une réserve au cours de laquelle un salarié peut être absent sans que cela n'impacte à la baisse ses droits ACP. Donc c'est le fameux principe de franchise et les 4 semaines d'absence à l'année. Alors, donc du coup, en principe, comment cela ça va se passer? Donc, on va voir, au fait, l'année va être fractionnée en fait en 2 modes de fonctionnement. Le premier fonctionnement le mois, donc 11 mois de l'année, où là, le salarié, pendant 11 mois sur 12, va acquérir de manière mensuelle avec une prise ses congés, 2 jours de CP par mois, qui comprend uniquement des absences maladie ou 2 jours et demi par mois comprenant le travail effectif. Et enfin, nous avons la clôture au mois de mai qui va, elle, compléter dans la limite de 24 jours annuels en cas d'absence maladie, uniquement sur l'exercice ou dans la limite de 30 jours si, en cas où l'exercice est constitué de maladie et de travail effectif. Donc, on va gérer 2 modes de fonctionnement distincts, mais qui, à la fin, devront donner le nombre de jours de congés nécessaires aux salariés. Alors, on va prendre un exemple. Là, c'est l'exemple du congé payé acquis selon la DDA-DE. Donc, on va partir sur le salarié qui est rattaché à la convention collective de la HCR et qui est en arrêt maladie du 5 au 23 août. Et ensuite, il est en arrêt maladie total tout le mois de septembre. Donc là, on va prendre mon salarié qui est en arrêt maladie du 5 août au 23 août. Et ensuite, si je regarde le mois de septembre, parce qu'on a anticipé le bulletin de paye de septembre, j'ai le salarié qui est absent tout le mois de septembre. Donc, si je prends le cas de la DE, donc dans ma petite bulle, je vais avoir ici le détail. Mon salarié, il est absent pour maladie non professionnelle, qui est considéré comme de la maladie du temps de travail effectif. On va calculer le nombre de jours de franchise et on va calculer ici le nombre de jours d'absence sans droit ACP. Donc 19 moins 7, ça me fait 12 et ça va me calculer dans un premier temps le nombre de jours de CP acquis au titre de la présence par rapport à mes 2 jours et demi. Et ensuite, on va venir calculer l'acquisition des congés au titre de la maladie. Donc, je prends ces 12 jours d'absence pour motif maladie et au niveau de la loi, j'ai le droit à 2 jours au prorata fois 12 31e, ce qui me fait 0,77. Le nombre de jours de CP acquis au mois d'août pour ce collaborateur est de 1,53 plus 0,77, ce qui nous fait 2,30. Donc, l'abstraction en juin, j'ai l'acquisition des 2 jours et demi. En juillet, il acquiert ces 2 jours et demi. Et là, au mois d'août, patatrac, il a un peu de la maladie. Le mois d'août compte 31 jours calendaires. On a 19 jours de jours calendaires
au titre de la maladie. Le système nous a calculé 7 jours de calendaire et les 7 jours sont imputés directement sur l'absence du mois et ils vont venir en déduction de l'absence maladie. Ce qui fait que l'absence qui va être considérée pour le calcul des droits à congé va être de 12 jours. Donc, le système, on va d'abord définir la franchise. Ensuite, on va définir le nombre de jours de congés payés qui a été acquis au titre de la présence. Donc, on va déterminer le nombre de jours. 31 moins 12, ce qui nous donne 19 jours de présence effective. Le nombre de jours acquis au titre de la présence, le prorata 19 sur 31 fois 2,5, ce qui nous fait 1,053. 1,53. Et ensuite, on va venir définir les congés acquis au titre de la maladie, qui vont être de 12 jours divisé par 31 fois 2, 0,77. Le nombre de jours que le salarié aura acquis sur la période du mois d'août, ce n'est pas 2,5, mais 2,30. Sur le mois de septembre, donc comme je vous montre ici à l'écran, on acquiert bien 2,30 et ensuite on a à l'affichage au niveau du bulletin les 0,77 qui viennent informer le salarié sur le nombre de jours de CP qui a été acquis. Sur le mois de septembre, même mécanisme. Donc là, on arrive au mois d'août, il a essayé de 30 et au mois de septembre, le salarié a été absent tout le mois de septembre. Donc là, tout le mois de septembre, pas de franchise, pas d'acquisition de CP au titre de la présence. Par contre, on va calculer le CP qui vont être acquis au titre de la maladie. Donc le mois complet, je vais avoir 2 jours de congé acquis au titre de la maladie. Ce qui représente dans mon système, quand je vais calculer la paye du mois de septembre du collaborateur, j'ai mon absence, j'ai le nombre de jours de CP acquis au titre de la maladie qui s'affiche au titre de 2 pour le mois de septembre, additionné à celui du mois d'août, j'ai 2,77. Donc là, j'ai le détail qui reprend le nombre de jours de la franchise, le nombre de jours pris dans la franchise 0. Donc là, pas d'acquisition, il a été absent tout le mois de septembre. Et enfin, on va avoir l'acquisition des congés au titre de la maladie, donc 2 jours pour un mois complet. J'illustre également, illustré à ce niveau-là. Hop. Ensuite, au niveau de la provision, comment est l'acquisition des congés? Comment je vais provisionner ces congés payés acquis au titre de la maladie? Donc, pour les congés qui ont été acquis au titre du temps de présence ou du temps de travail effectif, la formule, c'est la base dixième, ACP, multipliée par 10%. La base CP, pardon, multipliée par 10%. Au titre de la loi DDAE, de la DDA-DUE, le salarié, on va prendre 80% de la base des congés, ce qui nous donne, je vais prendre la base des congés par 80% par 10%. Donc, pour un salarié, donc là, si je prends toujours mon exemple du salarié qui est en arrêt maladie au mois d'août et au mois de septembre, le mois de juin et le mois de juillet, il va acquérir 10% de provision CP, 2300 fois 10%, 2300 fois 10%. Au mois de août, donc on a toujours cette base du mois d'août de salaire qui est de 2300. On a une retenue d'absence au titre de la maladie de 1556,97. Donc on va définir la provision au titre de la franchise. Donc le nombre de retenues au titre de l'absence fois les jours de la jour franchise divisé par le jour d'absence par 10%. On va définir la provision au titre de la présence, le salaire de base moins la retenue au titre de l'absence, et on reprend 10%. Et ensuite, on va définir la provision au titre de la loi DDA-DUE pour 78-67, qui représente les 80% de mon absence fois les 12/19e fois 10%. Et ce qui me donne une provision totale de 210,33. Donc, au niveau de mon système, toujours sur mon collaborateur qui est là, donc les 1500, je prends l'ensemble des absences
du mois d'août, 1556,54. Et ça venait venir m'alimenter l'état de solde de repos, de provision. À ce niveau-là, je retrouve mes 210,33. Donc, c'est calculé directement au niveau du système. Et pareil, à fin septembre, si j'essaie d'éditer ma provision à fin septembre, j'ai bien à fin septembre les 184, 210,33 plus les 184. 210,33 et j'ai mes 184 pour le mois de septembre. Juste donc sur cette partie-là, tout le mois de septembre, il acquiert les salaires de base de 2300. Il absente au mois complet toujours 2300. Donc là, on prend les 2300, 10% fois 80%, ce qui nous fait les 184 € qui correspondent à la provision au titre des congés acquis dans le cadre de la maladie et dans le cadre de la loi DDA-DE. Et aucune provision n'est acquise pour les congés au titre de la présence. Enfin, on va prendre un cas où la convention collective est plus avantageuse que le droit, la loi DDA-DE. Donc, un certain nombre de conventions collectives vont être beaucoup plus avantageuses parce qu'elles vont considérer que le temps de travail effectif, que les absences sont considérées comme du temps de travail effectif pendant X temps. Donc, ces dispositions vont s'étendre sur une durée pouvant être définie soit pendant toute la durée de l'arrêt maladie, soit pendant l'arrêt maladie sous condition de maintien de salaire total ou partiel, ou pendant une durée fixée conventionnellement. Alors, si l'AE permet d'avoir cette information au niveau du dossier de paye, parce que vous avez accès à votre convention collective, et la convention collective, vous allez avoir l'information au niveau des maintiens de salaire, pour vous dire combien de temps, qu'est-ce qui est assimilé que l'absence maladie est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et pendant combien de temps. Là, nous allons prendre le cas d'un salarié qui est rattaché à la convention collective de l'aérolique, thermique et frigorifique et qui est arrêté pour maladie du 1er au 18 août, puis tout le mois d'août. Et là, dans cette convention collective, elle prévoit une assimilation des absences maladie à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés, et ce, dans la limite de 3 mois par exercice de congé. Donc, comment on va illustrer ça au niveau de notre système? Donc, si je prends le cas de ce salarié qui est rattaché à la convention collective aérolique, thermique et frigorifique, mon salarié est en arrêt maladie du 1er au 18 juillet et je vais avoir ici le détail de l'absence. Donc, j'ai dans un premier temps toujours ce système de franchise. Je vais définir ma franchise. Je vais définir le nombre de jours d'absence pour motif maladie qui est là de 18 jours. Et dans un premier temps, le système va calculer le jour de CP acquis au titre de la maladie selon la loi et ensuite selon la convention collective. Et il va appliquer le plus favorable entre les deux. Dans notre cas, le plus favorable, c'est 1,45. Le salarié acquiert 1,45 de congés supplémentaires au titre de la maladie par rapport à la convention collective. Donc, on reprend nos 1,45 plus nos 1,05 qui sont, eux, calculés au titre du temps de la présence. Ça nous fait 2,5. Pour le mois de juillet 2024, ce salarié a acquis 2 jours et demi de congés payés. Je vais calculer le mois d'août. Le salarié n'est pas en arrêt, donc je vais lui mettre son arrêt maladie du mois d'août. Toujours pour maladie non professionnelle.
Donc, ce salarié, donc toujours en maladie non professionnelle du 1er août au 31 août, on n'a plus cette notion de franchise, il est absent tout le mois, donc du coup, 0 le nombre de jours de CP acquis au titre de la présence est égal à 0. Selon la loi, il aurait acquis 2 jours de CP supplémentaires. Et selon la convention collective, donc parce que la convention collective de l'aéroholique thermique frigorifique prévoit les conditions au niveau du maintien de salaire. Donc là, on a accès à la synthèse de la convention collective. Et la CCN, alors là, petit souci d'affichage, prévoit 3 mois de travail effectif au niveau de la maladie. Donc là, on a 1 mois, donc j'acquiers mes 2 jours et demi. Donc le salarié acquiert ces 2 jours et demi et on retrouve bien ici les compteurs de dire 2 jours et demi pour le mois de août et au total depuis le mois de juillet, j'ai 3,95. Donc là, on représente ici sur cette slide toujours le mécanisme de la franchise. On calcule dans un second temps les provisions au titre de la présence et ensuite la provision au titre de la maladie pour définir la provision totale que le salarié aurait eue au mois d'août. Donc là, dans le cadre de cette provision, en plus donc de l'acquisition des congés, il acquiert 236,16 de provision. Alors maintenant, on va voir le cas particulier où le salarié, donc la convention collective est plus avantageuse pour le collaborateur. Cependant, il va être en absence maladie non professionnelle, en long arrêt maladie. Donc, il va dépasser les 3 mois de travail effectif qui sont prévus dans le cadre de la convention collective. Si on reprend notre exemple, celle de l'aérolique. Donc là, le salarié est présent en juin, il acquiert ses 2 jours et demi. En juillet, il a toujours ses 2 jours et demi. En août, il a toujours ses 2 jours et demi. Et puis en septembre, là, il a 31 jours du mois de juillet, 31 jours du mois d'août, 28 jours. On arrive droit épuisé, on va avoir les 90 jours. Et pour chaque période, il va calculer, donc là, si je reprends le mois de septembre, le calcul de la franchise, le nombre de jours de CP acquis au titre de la présence, le nombre de jours de CP acquis au titre de la maladie, pour enfin définir les 2 jours et demi. Sur septembre, on n'a pas atteint nos 90 jours, donc sur septembre, j'acquiers la totalité. Pareil, on présente au niveau du logiciel SILAE, on retrouve le calcul qui est fait et l'addition des compteurs 2,33 et 7,33 depuis le début. Le salarié est absent au mois d'octobre. Donc là, au mois d'octobre, il a épuisé ses jours de présence, son nombre de jours de présence, une partie. Donc pareil, la franchise, l'acquisition au titre de la présence, là on arrive à 0,81. L'acquisition au titre de la maladie, donc là, au niveau de la convention collective, on a épuisé, donc on est 0. Le plus avantageux, c'est la DDA, DE. Donc on va passer au plus avantageux. La loi DDA, DE va être plus avantageuse pour le salarié que ce que prévoit la convention collective à partir du mois d'octobre 2024. Et donc, il va acquérir 0,81 jours au titre du mois d'octobre. Pareil, au niveau du système,
on retrouve le détail dans la petite bulle du salaire de base, comment on a acquis les congés, comment les congés ont été calculés. À partir de novembre, octobre, une partie en octobre et l'autre partie en novembre pour la bascule totale en DDA, DE. Donc là, on retrouve la bascule. Là, la convention collective n'étant plus avantageuse, on est toujours sur la DDA, DE qui reprend le relais. Pareil pour les provisions. On reprend bien les 10% et les 80% pour la partie au titre de la DDA, DE sur le mois de novembre. Ce qu'intègre cette loi également, c'est l'obligation d'information de l'employeur. Donc, les points clés, on va retenir sur cette obligation d'information, c'est que tous les arrêts sont concernés, que ce soit de la maladie professionnelle, la maladie non professionnelle ou de l'accident de travail. L'employeur est obligé d'informer le salarié sur le nombre de jours dont il dispose au titre de la maladie. Il a 30 jours max après la date de reprise du travail pour informer le collaborateur. Le courrier doit contenir le nombre de jours de congé dont il dispose, la date jusqu'à laquelle ces jours peuvent être pris et il indique la perte des CP s'ils n'ont pris dans ce cadre-là. Comment informer les collaborateurs? Donc, plusieurs manières d'informer le collaborateur, soit un courrier en dehors du bulletin, soit d'afficher les compteurs directement sur le bulletin de paye, et ce qui fait que cela confère une date certaine à sa réception. Donc, l'acquisition des congés d'information pour le salarié, donc de manière au niveau de SILAE, je vous ai montré la partie directement au niveau du bulletin. Donc, je le retrouve soit ici, quand je calcule mon bulletin, ça me permet de le visualiser, soit directement à l'édition des bulletins, le bulletin qui sera remis au collaborateur. Donc, là, le bulletin qui va être remis au collaborateur, j'ai bien ici le nombre de jours de CP acquis au titre de la maladie et le total depuis que le salarié est absent. En plus de cette information, si on ne souhaite pas faire apparaître l'information sur le bulletin, mais avoir un courrier à part, j'ai la possibilité d'imprimer le courrier d'information CP maladie. Le courrier se met directement sous Word, donc ce qui vous permet de le modifier ou de rajouter d'autres informations. Les règles à retenir au niveau du report, c'est que ceux qui n'ont pas pu prendre leur CP avant la fin, tous les salariés sont concernés, tous ceux qui n'ont pas pu prendre leur CP avant la fin de la période de prise de congé, que le déclenchement des reports de 15 mois doit être fait dans un délai de 30 jours suivant la date de reprise du collaborateur, et que le délai de report de 15 mois, il s'ouvre automatiquement pour toutes les absences inférieures à 1 mois. Donc, en synthèse, pour les maladies inférieures à 1 mois, je reprends l'obligation d'information sur la reprise avant la fin des périodes de congé, sur la reprise après la fin de la période de prise de congé, le report automatique, donc au niveau des reports, pas de report de congé avant la fin de la période de prise. Et reprise après la fin de la période de prise de congé, c'est reporté automatiquement. Et si la reprise elle est faite avant la fin de la période de prise des congés, il n'y a pas de report.
pour tout ce qui est maladie inférieure à 1 mois. Pour les autres types de maladies, donc obligation d'information pas d'obligation d'information sur les CP perdus, mais juste sur l'acquisition. La fraction des CP restantes du report automatique est suspendue à compter de la date de reprise et report à la date d'information des droits CP. La date de communication de l'information par l'employeur sur les droits fait partir une nouvelle période de report de 15 mois. Et enfin, on a tout ce qui est cumul des soldes de CP en cours d'acquisition et pendant la maladie, première période, deuxième et troisième période d'acquisition, et le cumul plus les pertes s'il y a eu des pertes entre-temps. Gestion de la rétroactivité. Donc, il y a eu pas mal aussi d'interrogations sur la gestion de la rétroactivité. Sur les périodes de rétroactivité pour les salariés en poste, c'est du 1er décembre 2009, 24 avril 2024. Salariés dont le contrat est rompu, c'est 3 exercices de prise de CP clos ou non précédant la rupture. Pour les salariés en poste, c'est 2 ans à compter du 24 avril 2024. Pour les salariés dont le contrat est rompu, c'est 3 ans à compter de la rupture du contrat de travail. Les droits ouverts pour les salariés en poste, c'est la récupération des jours de congé, le report des congés non pris, et toujours dans cette limite de 24 jours de congé par période de référence. Le salarié dont le contrat est rompu pour les droits ouverts, c'est le rappel de salaire et la limite de 24 jours de congé par période de référence. Alors, toujours au niveau de SILAE, donc, parce que suivre ces jours avec les reprises, les non-reprises, les périodes 1, période 2, les différents plafonds. Donc, il y a un module qui est en cours de développement, qui va être bientôt disponible, qui va permettre de suivre salarié par salarié et exercice CP par exercice CP le nombre de jours de CP auxquels le salarié aurait pu prétendre si la loi DDA-DE avait existé, pour pouvoir calculer la rétroactivité, les droits des collaborateurs. Donc, en conclusion, donc on a une réforme qui est en train de se stabiliser. On commence à avoir un peu plus d'informations. Que là, on dispose d'un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de calculer les droits CP au titre de la maladie, au titre des périodes de travail effectif, et si on a une convention collective plus avantageuse, de pouvoir gérer la convention collective. On a un certain nombre d'indicateurs et d'informations qui existent aujourd'hui dans notre système SILAE qui permet de suivre ces compteurs et les droits qui ont été acquis. Et d'autres outils sont en train d'être développés et d'être amenés pour suivre notamment le report et la gestion de la rétroactivité. Alors, ce qui m'amène à vous parler un petit peu de MySILAE. Donc, MySILAE, en termes de quelques chiffres, c'est plus de 850 000 utilisateurs, plus de 360 000 entreprises qui utilisent MySILAE et plus de 2500 collaborateurs qui sont prêts à activer leur compte MySILAE qui permet d'activer un certain nombre de fonctionnalités. Donc, MySILAE, c'est une solution totalement intégrée qui intègre le logiciel de paye et des outils autour qui permettent de décentraliser la saisie des éléments variables, de gérer les dossiers des collaborateurs avec du onboarding et du offboarding, de pouvoir gérer également des compteurs de gestion et d'absence directement intégrés et fluidifiés dans le logiciel de paye, et des modules qui arrivent, qui sont la gestion du télétravail, la gestion des arrêts de travail pour alléger la charge administrative. Donc, le salarié va avoir la possibilité de prendre en photo l'arrêt de travail et tout ça de checker avec la paye et les IJSS perçus par le perçu. Et enfin, le module gestion des entretiens qui est sorti cet été, qui permet de gérer les entretiens réglementaires. Donc, l'idée, c'est d'avoir une seule solution qui permet d'avoir une gestion administrative complète qui tourne autour du logiciel de paye. Le bulletin de paye via MySILAE, donc tout un process de validation si vous êtes organisé par service
ou par département et qu'il y ait des valideurs qui souhaitent valider les bulletins avant la distribution aux collaborateurs, ils ont la possibilité, via leur application MySilae, soit via PC, soit via mobile, d'accepter ou de refuser des bulletins de paye ou de mettre des commentaires sur des bulletins de paye pour le gestionnaire de paye. Ça permet de respecter la norme RGPD au titre de la transmission des bulletins, ils ne sont pas transmis par mail, et d'historiser les différentes versions de bulletins brouillons qui auront pu être refusés et d'avoir tout l'historique des bulletins refusés. La saisie des éléments invariables, pareil, vous pouvez décentraliser un certain nombre de saisies auprès des responsables de service ou des collaborateurs, surtout des responsables de service. Ça va être la saisie des variables de type heure, prime ou alors acompte. C'est le fait de décentraliser cette saisie, pareil, il y a une traçabilité sur les demandes qui ont été saisies, les variables qui ont été saisies et les process de validation, tout ça sur une seule plateforme. La gestion du salarié, la fiche salarié et le onboarding du collaborateur. Donc, le salarié a accès à un espace collaborateur. Vous allez pouvoir également définir mettre un certain nombre de documents, mettre à jour ces infos salariés, et vous avez aussi la possibilité donc de définir les entrées et les sorties directement à partir de cette plateforme, avec tout le système de onboarding et de offboarding. Donc là, l'idée, c'est de libérer un peu, décharger la gestion administrative des salariés. Le module gestion des congés et absences, ça pareil, sur PC ou mobile. Le salarié va pouvoir consulter ses compteurs, faire des demandes d'absence en heures, en jours, en fonction des cas, mettre en place des règles de blocage et pouvoir même gérer les contextes de multi-sociétés. Et là, tracer directement au niveau de la paye. Le module gestion des entretiens, donc module direct qui permet en fait un salarié, dès qu'il y a un salarié et dans le logiciel de paye, on le retrouve dans le module gestion des entretiens. Il permet de couvrir tous les entretiens réglementaires, l'entretien professionnel, la fin de période d'essai, le droit à la déconnexion, avec des notifications de relance et des modèles préparamétrés ou personnalisables. Merci beaucoup Nora. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com. Très bonne journée à tous et à très bientôt.